Une rencontre était organisée samedi 15 février 2025 à la librairie Ombre Blanche avec le soutien de l'association Les Amis de Jean Jaurès, avec Jean-Numa Ducange, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rouen et auteur d'ouvrages sur l'histoire des gauches en France, tels que « Quand la gauche pensait la nation » chez Fayard en 2021. Il est présenté ce jour-là en dialogue avec Rémi Pêche, son ouvrage « Jean Jaurès », publié aux éditions Perrin. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Librairie Ombre Blanche pour l'invitation et merci à Rémi Pêche que je retrouve ici avec plaisir. On avait effectivement eu l'occasion de parler de Jules Guesde il y a quelques années à Toulouse. Alors peut-être vous expliquer dans un premier temps pourquoi effectivement une biographie de Jean Jaurès, alors que d'une certaine manière il en existe déjà, il en existe certaines qui sont très bien par bien des aspects, des solides, travaillées. C'était pas un projet préconçu. Il y a quelque temps, donc, j'avais travaillé sur Jules Guesde, l'introduction du marxisme en France. J'étais venu d'abord à Jules Guesde parce que, comme ça vient d'être rappelé, étant aussi de formation germaniste, je m'étais intéressé à la façon dont des Français s'étaient appropriés les idées de Karl Marx à la fin du 19e siècle, dans un contexte évidemment très compliqué, puisque guerre franco-allemande oblige, rapport franco-allemand très complexe. Et je m'étais intéressé à l'évolution du mouvement ouvrier international à cette période. Donc c'était plutôt au départ la social-démocratie allemande, autrichienne, ceux qui étaient les plus liés à ces environnements-là, des gens comme Guesde, je m'étais intéressé d'abord à cela. Et puis bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jaurès a un statut un peu particulier lorsqu'on évoque tout cela. Pourquoi ? Parce que Jaurès, par rapport à d'autres socialistes de son temps, et évidemment ancré, comme vous le savez ici, dans le Tarn, a été agrégé de philosophie, professeur. Donc Jaurès avait un rapport particulier donc, à tout cela, parce qu'il a eu l'agrégation de philosophie. Donc la philosophie allemande, ça comptait beaucoup dans la formation à l'époque. Il est né à Castres, il a été professeur éphémère à l'université de Toulouse. Il a été élu député pour une première fois républicain à 26 ans, 1885, et il était le plus jeune de la Chambre. Il n'était pas parti spécialement pour être un grand ami de l'Allemagne de l'époque, loin de là. Et puis pour toute une série de raisons, effectivement, il va rejoindre les rangs socialistes. Et une des raisons pour lesquelles Jaurès est devenu socialiste, ce n'est pas la seule, mais est quand même une raison intellectuelle. Alors, je fais une parenthèse là-dessus sur le côté intellectuel parce que ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre aussi, c'est que Jaurès est un personnage toujours déchiré entre son engagement politique, qu'il ne va jamais renier, il va être député, élu, réélu, battu, et revenir toujours en politique, mais il a toujours un aspect, et ça se voit dans ses discours, dans nombre de ses textes, c'est un philosophe quand même, quelqu'un c'est son métier, et il aurait probablement voulu, s'il avait vécu plus longtemps, s'il avait eu plus de marge dans sa vie politique, personnelle, écrire davantage de traités de philosophie intellectuelle. Il a fait des choses importantes, bien sûr, mais si vous me demandez aujourd'hui quel est l'ouvrage qui réunit, qui synthétise la conception socialiste de Jaurès, son rapport à Marx, son rapport à la social-démocratie allemande, à la philosophie française, à Auguste Comte, à la métaphysique, eh bien, je vous dirais qu'il y a quelques textes, bien sûr, mais il n'y a pas non plus un traité à proprement parler. Et donc Jaurès va courir après, de temps en temps, le temps qu'il peut trouver, pour écrire des choses de davantage philosophiques, etc. Donc c'était ce Jaurès-là qui m'intéressait. Et puis c'est un Jaurès, je disais, qui avait 26 ans, républicain. Il aurait pu faire une belle carrière ici et il n'y aurait pas eu de problème. Mais en devenant socialiste, il a un rapport particulier à la philosophie allemande, au marxisme. Il découvre ça et il l'incorpore de manière critique. Et c'est ces différents aspects-là qui me paraissaient importants à restituer. Bon, ça, c'était un angle. Voilà. Donc moi, très clairement, dans le livre, pour vous dire les choses franchement, en termes même de sources archivistiques, sans rentrer dans les détails, les premières sources que j'ai lues sur Jaurès, ce n'étaient même pas des sources françaises, c'était Rosa Luxembourg, c'était Karl Kautsky, Otto Bauer, d'autres gens beaucoup moins connus aujourd'hui. Mais je voyais bien que ce Jaurès-là intriguait, en plus. Tu l'as vu au miroir de... J'ai commencé par le voir d'ailleurs, d'une certaine manière. Et parmi les... Bon, il se trouve que pour d'autres raisons, je cherchais à une époque des archives en Russie, et je me suis rendu compte que Jaurès avait aussi eu un écho en Europe de l'Est,
en Russie. Alors je mets Russie avec plein de guillemets, donc on va dire l'Empire des Tsars, puisque ça regroupe beaucoup de nationalités à l'époque, y compris une grande partie de la Pologne actuelle. Et Jaurès a été traduit à l'étranger, notamment après 1905, en Russie, et ça m'intriguait de savoir un peu pourquoi. Donc ce que j'ai fait, en plus de faire une biographie qui restitue tout le personnage, ce côté intellectuel en politique tourmenté tout au long de son existence, c'est son ancrage occitan, son ancrage toulousain bien sûr, ça a été de voir aussi tout simplement, de comprendre, ce qui à mon avis n'avait pas été fait, mais c'est que Rémi m'a aidé dans la relecture aussi sur des choses, mais quand est-ce que Jaurès est devenu connu au-delà de la France? C'est-à-dire que quand est-ce qu'il a été traduit? Donc en Italie, en Angleterre, donc en Allemagne, dans l'Empire des Tsars, et ensuite en Espagne, et les allers-retours que tout cela a provoqué. Donc ça, c'était un point d'entrée qui me semblait intéressant. Et l'autre chose que j'ai découverte, oui, ça n'a pas été beaucoup travaillé non plus, c'est que, bon, Jaurès, vous savez, c'est un personnage que tout le monde aime bien, surtout pas qu'ici, mais dans tout le spectre politique. Vous pouvez trouver des citations, ça ne vous aura pas échappé pour ceux qui suivent. On va dire de l'extrême gauche à l'extrême droite, en n'oubliant personne. Vous allez trouver quelqu'un qui vous a fait une citation de Jaurès, pour dire que pour telle position sur la nation, telle position sur l'immigration, telle position sur la laïcité, on coupe, on troque, on réinvente. Bon, on peut dire c'est merveilleux, comme ça tout le monde va s'intéresser à Jaurès. Bon, pourquoi pas. Donc il y a ça. Mais si vous revenez vraiment à la presse de l'époque, aux sources, etc., c'est un personnage totalement détesté, quand même par une large partie du champ politique. Vous avez échappé qu'il meurt assassiné, bien sûr, mais même à gauche et au sein du socialisme, des batailles particulièrement fratricides, difficiles, sur lesquelles parfois on n'insiste pas tant que cela. Et une source m'a beaucoup aidé pour ça. Là, je dois ma dette, cette fois-ci, à Charles Diaz, qui est un historien de la police, par ailleurs un ancien commissaire de police, qui s'intéresse beaucoup à cela. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la police, et quand vous rentrez dans les archives de la police, il faut avoir un peu un décodeur, puisque ce n'est pas forcément évident de tout cela, de détecter certaines choses. Et il se trouve que Jean Jaurès, à partir du moment où il est devenu socialiste, donc à partir de 92-93, a été un homme très surveillé, extrêmement surveillé, par la préfecture de police de Paris, par la Sûreté générale, enfin les renseignements généraux, si vous voulez, les services secrets. Et quand vous consultez aussi les préfectures de police de département, à chaque fois qu'ils se déplacent, vous avez quasiment un rapport des commissaires spéciaux délégués à cela. Et vous avez des rapports parfois plus ou moins intéressants, mais vous avez parfois des rapports très détaillés qui vous permettent de suivre Jaurès au jour le jour, de mesurer l'hostilité qui faisait preuve tout autour de lui, mais aussi des autorités. Et donc parfois, ces archives-là m'ont permis de le suivre, non seulement jour après jour, mais parfois heure par heure. Je vais vous prendre un exemple. J'en ai plein, mais j'en prends un qui me vient comme ça à l'esprit, qui permettait de mesurer à la fois le Jaurès théoricien marxisant et le Jaurès qui tient à sauter dans un train pour aller convaincre telle ou telle section de sa juste ligne. Il a fait une conférence sur Bernstein et l'évolution du socialisme allemand à l'Hôtel des Sociétés Savantes en 1900, Jaurès, qui est un débat là, vraiment doctrinal, où il prend position sur un des grands débats de l'époque qui est « faut-il aller graduellement vers le socialisme ? Est-ce que la voie révolutionnaire est toujours pertinente ?» Donc un débat de haute tenue, on a des rapports, voilà, exactement, sur Bernstein, on a sur le révisionnisme, doit-on réviser le marxisme, etc. Donc débat intellectuel de haute tenue à l'Hôtel des Sociétés Savantes un soir. Toute une série de personnalités sont là. Alors c'est très bien parce que la police note les présents d'ailleurs, ça permet de savoir. Voilà, je ne savais pas d'ailleurs, j'ai appris grâce à la police que Gued écoutait silencieusement mais écoutait attentivement. Et vous apprenez par un autre rapport que le lendemain matin, il va à Troyes, dans l'Aube, autre registre, où il va. Alors l'Aube, pourquoi aller dans l'Aube? Parce que l'Aube est un bastion de Jules Gued en fait. Son adversaire au sein du socialisme. Il veut les convaincre de sa juste ligne, notamment sur l'affaire Dreyfus, sur un autre point. Et j'ai envie de dire, toujours rester là. C'est-à-dire qu'il est un soir de 19h à 21h sur un débat doctrinal avec essentiellement des intellectuels, et le lendemain, il se retrouve à la gare de Troyes, puis à celle de Romilly peu de temps après, pour convaincre des militants d'un certain nombre de points. Et donc ces archives-là vous permettent de le suivre très attentivement. Et, puisque j'étais dans mes archives policières, j'en avais consulté pour d'autres sujets sur les Allemands et les Autrichiens, je me suis dit, je vais regarder ce que surveillait la police prussienne, enfin la police allemande, mais construite par la Prusse, quoi, globalement de l'Allemagne unifiée de 71. Alors, ils surveillent prioritairement les sociodémocrates allemands, ils ont déjà beaucoup à faire. Mais l'ambassade d'Allemagne avait des délégations
on va dire, dirait en français, de services secrets, qui observaient le socialisme français très attentivement. Et vous avez des rapports sur Jaurès, écrits en allemand, qui ont été publiés, les archives de police allemandes sont publiées sous forme de plusieurs volumes. Et là aussi, vous pouviez le suivre. Un exemple, Toulouse, 1908. Alors, le congrès de Toulouse, qui est très important pour la façon dont Jaurès va s'affirmer dans le Parti socialiste, assez fabuleux parce que alors, vous avez la préfecture de police locale, vous avez la sûreté générale, vous avez la police prussienne, je ne sais pas comment ils ont fait pour tous rentrer, mais en tout cas ils étaient tous là. Donc vous avez des rapports multiples qui vous permettent de, vous savez c'est tout bête, mais de reconstituer l'ambiance de ces congrès, des délégués, de l'attention des uns et des autres. Donc ça c'était un aspect aussi, bon, restituer un peu ce côté humain et ce côté... qu'a aussi Jaurès, me semble-t-il, et Rémi connaît bien cet aspect-là aussi du personnage. Bon, on est parfois tous un peu nostalgiques, on se dit, ah là là, les hommes politiques à l'époque, ils étaient extraordinaires. Alors, ça permet de relativiser, parce que Jaurès est une figure extrêmement charismatique, au talent oratoire, manifestement, quand même, très au-dessus, hors du commun, y compris à l'époque. C'est-à-dire que vous voyez les descriptions, on va dire, franches, évidemment internes de la police allemande. Ils disent, ouais, bon, on s'ennuie, etc., un délégué. Hein. Et puis il y a Jaurès. Alors, vous imaginez que pour quelqu'un qui est plutôt dans l'habitude d'une caserne berlinoise, l'ambiance toulousaine avec le charisme de Jaurès, il n'a pas beaucoup l'habitude. Et là, on a des descriptions qui nous donnent aussi des éléments pour comprendre comment Jaurès s'est imposé. Mais alors, pour employer un terme pour le coup weberien, c'est la personnalité charismatique aussi, Jaurès, véritablement. C'est affectif, charismatique, avec de fortes références philosophiques et historiques. On se dit, oulala, les gens qui écoutaient ça devaient s'ennuyer profondément. Mais manifestement pas, parce qu'il y avait quasiment une mise en scène, une gestuelle. Alors, je vous décris tout ça autant que je peux, parce que malheureusement, nous n'avons pas d'enregistrement audio de la voix de Jaurès jusqu'à présent. Techniquement, ça aurait été possible. Alors, notre ami Laurentin, là, de France Culture, m'a encore redit, il a cherché pendant très longtemps, mais on ne trouve pas de bande sonore. On finira peut-être par en trouver une. Mais on a quand même beaucoup de descriptions, voilà, journalistiques, policières, qui nous permettent de restituer tout cela. Et, donc, voilà. Et peut-être tout dernier élément, parce que je sais que Rémi a beaucoup de questions à me poser, mais il y a une question d'histoire politique sur Jaurès. Parce que si je vous dis que c'est un intellectuel, il écrit quand même beaucoup. Hein. La Dépêche, La Petite République, puis ensuite l'Humanité qu'il fonde. Et c'est une véritable galère de maintenir le journal L'Humanité qu'il fonde. Alors, on trouvait aussi des archives sur l'Humanité, des conseils d'administration interne où il est très décrié, c'est très difficile. On se dit parfois comment cet homme trouve-t-il le temps de s'imposer dans l'unification socialiste, de s'imposer, une fois que le Parti socialiste est unifié, d'imposer sa ligne. Voilà. Donc, quand même, on peut dire qu'il est décrié, critiqué, mais quand même il s'en sort pas si mal. Et il trouve quand même le temps d'écrire énormément de choses, de factures souvent journalistiques, mais pas que. Et donc j'ai essayé de me mettre dans... Des gros articles. Ah bah des articles, toute la presse aujourd'hui, vous les refuserez. C'est 10 000, 15 000 signes, parfois j'ai compté, dans la Dépêche. Donc évidemment, ça ferait rêver tous les journalistes aujourd'hui d'avoir autant de place. Donc on est sur... évidemment, c'est la première génération, la génération de Lois Ferry qui lit, c'est le principal média, donc vous lisez ça, c'est votre seule lecture. Donc, voilà. Mais il fait des articles très longs. Et donc il y a la question quand même de comment Jaurès fait-il pour s'organiser au niveau politique. C'est un député. Le système de ce qu'on appelle aujourd'hui le système des assistants parlementaires est loin d'être aussi défini. C'est un niveau d'informalité, y compris financière, qui vaudrait quelques difficultés à beaucoup de gens aujourd'hui, si vous voulez mon avis, quand on voit comment ça fonctionne. Donc il se débrouille avec les moyens du bord. Et donc j'essaie de reconstituer aussi, je vais dire, on dirait en termes très modernes, le spin doctor de Jaurès, par où ça passe, parce que vous ne pouvez pas, c'est humainement impossible, être aussi bon dans les manœuvres des congrès politiques et faire tout ce qu'il fait par ailleurs. Et c'est là où, un dernier fonds d'archives que je citerai, les archives d'un certain Pierre Renaudel, qui vous dira peut-être rien, mais Pierre Renaudel, c'est celui qui s'est assis le lendemain de l'assassinat de Jean Jaurès dans son siège du journal L'Humanité, donc il a succédé formellement. Pierre Renaudel est un socialiste très proche de Jaurès. Et Renaudel, on a retrouvé ses archives, mais il y a 12-13 ans, dans une descendance familiale qui, un jour, des gens ont ouvert leur truc de famille et ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont vu que c'était des archives. Et donc, on a les archives de Pierre Renaudel, et Renaudel a récupéré les tiroirs du journal L'Humanité juste au lendemain de la mort de Jaurès. Donc, on a retrouvé un peu d'archives Jaurès.
parce que le reste des archives Jaurès, je vous fais grâce de l'histoire, mais c'est très compliqué. Donc, il y avait cet aspect-là, et Renaudel a récupéré des choses, et Renaudel a conservé tout ce qu'il a fait auparavant, construire le Parti socialiste, et on se rend compte, en fait... Alors, en plus, Renaudel était normand à l'origine, donc ça me permettait, moi, d'avoir tout un côté... Implanté dans le Var. Mais finalement élu dans le Var, parce qu'il n'a pas réussi à se faire élire en scène dite inférieure à l'époque. Voilà. Et donc Renaudel, et ce personnage, c'est un peu l'homme de main de Jaurès. Alors en plus, pour vous dire, Renaudel, il a fini ensuite néo-socialiste, dont une partie seront vichistes. Donc c'est pas le personnage que l'on aime rappeler. Il est revenu au Parti socialiste. Il est revenu à la vieille maison, Rémi, je sais bien. Et il est mort avant l'occupation. Renaudel. Oui, donc peut-être heureuse, voilà. Enfin en tout cas, tout ça est un peu, voilà, c'est pas le personnage qui fait rêver en termes de postérité, mais objectivement, avant 1905, si vous regardez qui fait quoi autour de Jaurès, parce que Jaurès, c'est un intellectuel, un agrégé de philosophie, un prof, c'est pas Goethe, c'est pas le parti, c'est pas un personnage libre, mais on voit à travers différents témoignages que quand même ce Renaudel, très admiratif de Jaurès, fait beaucoup de choses, y compris techniques et politiques pour lui, me semble-t-il. Et on le trouve à travers une documentation, je vous fais grâce des détails, hein, puis j'ai synthétisé ça dans la biographie, et je pense que c'était intéressant de rappeler ça, parce que on démythifie un peu le personnage, on a l'impression, c'est incroyable, le philosophe à l'époque, il fait ses grands discours, et à côté de ça, il bat finalement Gued dans le Parti socialiste. Alors, tout ça est beau, n'est-ce pas ? Aussi, il y avait Fieux qui l'aidait beaucoup. Oui, il a toujours eu des gens autour de lui, dévoués, pas de premier plan, qui ne laissent pas des traces archivistiques évidentes au départ, mais là, Renaudel, coup de chance si je puis dire, on a retrouvé. Bien sûr, parce qu'on a parfois tendance à dire, quand on fait l'histoire des idées politiques et l'histoire des partis politiques, il y a le premier plan, on ne peut pas rater les premiers plans, non. Les militants, les sympathisants, on ne peut pas les rater non plus, sinon le parti n'existe pas, mais il y a tous ceux qui sont entre les deux, il y a l'appareil, sans connotation négative. Et Renaudel, typiquement... Bon, il ne fait pas rêver, surtout qu'effectivement, vu la suite, etc., parmi ses très proches, certains seront vichistes, donc ce n'est pas le type dont vous avez beaucoup envie de reparler. Mais objectivement, vous avez des gens comme ça autour de Jaurès qui l'ont beaucoup aidé. Et peut-être dernière chose là-dessus, on voit bien que Jaurès, l'histoire de constituer un parti politique, il le fait, bien sûr, et il y met beaucoup du sien, mais c'est quand même pas ce qu'il a. Il n'y a pas de texte pour dire il faut tel parti politique, avec telle conception, telle structure, telle hiérarchie, alors qu'il y en a déjà qui raffolent de cela. Gued est beaucoup plus le parti structuré, hiérarchisé. Il voyait ça de façon plus... spectrale. Ouverte, voilà. Mais oui, mais alors, il faut se mettre à la place de ses collaborateurs, parce que c'était parfois peut-être pas très précis, les consignes, me semble-t-il. C'est ça, c'est ce qu'on lui a reproché. Et on lui reprochait, et je pense que voilà, il y a eu des gens autour de lui pour faire ça. Et donc voilà, bon, après, moi j'ai travaillé des années là-dessus, en faisant d'autres livres et abordant d'autres sujets, mais Jaurès, c'est à la fois quelqu'un de très politique, qui délègue en fait, dirions-nous aujourd'hui, et qui a toujours voulu quand même construire quelque chose intellectuellement. Peut-être le dernier exemple, c'est l'armée nouvelle. Vous savez, il a fait un projet de loi sur l'armée en 1911. Il faut voir quand même le truc, c'est que c'est un projet de loi de réforme de l'armée, avec tout ce que ça implique en termes techniques, et finalement ça finit en ouvrage de 420 pages, où il parle de la nation, l'internationalisme, il développe des conceptions philosophiques très développées, parce qu'on voit bien que bon, le projet de loi, il faut le faire, parce que voilà, et puis c'est un homme politique, et voilà, il se plonge là-dedans en finalement, c'est presque émouvant, en écrivant une partie de l'œuvre philosophique qu'il n'a pas eu le temps d'écrire par ailleurs. Et il revient d'ailleurs sur Fichte, sur plein de références allemandes. On voit, c'est ça, il dit, ça y est, je me retrouve comme à l'école normale supérieure, je me replonge là-dedans. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Il avait travaillé avec des officiers de l'armée. Tout à fait, dont un certain colonel Meyer, qui jouera un rôle important. Et qui sera ensuite un inspirateur de De Gaulle, comme par hasard. Bravo. Non, mais c'était quelques éléments comme ça, bien sûr. Là, tu nous as un peu montré la méthode Jaurès, finalement. Et je crois que là-dessus, tu as apporté beaucoup. Et par le fait aussi qu'au musée de Montreuil, tu as beaucoup fréquenté la bibliothèque, enfin, le bureau de Jaurès qui a été transféré de l'Humanité à Montreuil, où il y avait tous les bouquins qu'il lisait, qu'il a notés. Il barbouillait beaucoup les bouquins, et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait. Oui. N'a pas été fait. Donc, je crois que ça fait partie des charmes et des apports de ton bouquin. Voilà. Alors, effectivement, j'avais ça en tête depuis quelques temps.
Alors Jaurès, on a perdu une grande partie de sa bibliothèque. Alors on est peut-être en train d'en retrouver une partie à Bessoulet, donc c'est sa maison secondaire entre guillemets à Villefranche-d'Albigeois. Je me suis rendu hier, il y a un travail fantastique qui est fait par le maire, enfin très impressionnant, et il récupère dans... Nous irons. Nous, et on y retournera bien sûr. Et vraisemblablement on va retrouver une partie de sa bibliothèque de Bessoulet. C'est important parce que quand il est à Bessoulet, il lit beaucoup d'ouvrages, etc. Mais bon, ce que l'on avait, c'est au journal L'Humanité, donc il avait une bibliothèque du journal, qui était partiellement la sienne, et je vous fais grâce des multiples héritages, mais finalement, le musée de l'histoire vivante à Montreuil, qui a été fondé par Jacques Duclos en 1939 pour les 150 ans de la Révolution française, a accueilli ce bout de la bibliothèque de Jean Jaurès. Donc, moi, ça m'a intéressé. Alors, c'était accessible depuis longtemps. L'inventaire avait été fait. On m'avait toujours dit, et de prime abord, c'est pas impressionnant, c'est vrai, mais vous avez des ouvrages, une liste d'ouvrages, et puis vous avez quelques annotations marginales de Jaurès. Bon, moi, ça m'intéressait parce que, alors, pour le coup, entrée allemande, il y a beaucoup d'ouvrages en allemand. Donc, je voulais voir ce qu'il avait lu, etc. Et il le lisait dans le texte. Et bon, par exemple, il y a quelques petites choses pas anecdotiques, c'est que Rosa Luxembourg, avec qui il a quand même eu des démêlés politiques et théoriques assez importants, Rosa Luxembourg lui envoie son maître ouvrage L'accumulation du capital, et ça fait partie des ouvrages que Jaurès était en train d'annoter fatalement peu de temps avant sa mort, puisque c'est paru en 1913. Bien. Et il y a une dédicace de Rosa Luxembourg aimable, donc il y a des petits éléments comme ça. Vous voyez aussi... c'est important de comprendre pour un homme politique qu'est-ce qu'il recevait, qui lui mettait un petit mot, c'est pas la même chose que d'envoyer sans rien. Donc il y avait des petites choses comme ça. Et puis j'ai pris tous les volumes, je me suis promené dans sa bibliothèque et j'ai regardé ce qu'il a noté. Alors on voit bien que c'est un homme politique. Vous savez, à l'époque, il faut couper les pages pour la plupart des volumes. Donc vous voyez ce qu'il a le temps de pas lire aussi. Il commence à lire tel ou tel ouvrage, puis il s'arrête parce que je sais pas, quelqu'un est venu le voir. Il y a un projet de loi, il y a un gars qui vient de taper quelqu'un dans un congrès, ce qui arrive régulièrement à ce moment-là. Donc on peut tout imaginer. Mais à côté de cela, au-delà de faire preuve d'imagination, il y a quelques exemples qui effectivement, pour moi, étaient ces exemples étaient très révélateurs de qui était Jaurès. Je vous en prends un. Il y a plusieurs dans le livre. Alors, vous savez probablement que le premier gouvernement de gauche en France, appuyé par des socialistes, avec une majorité, oui, des socialistes appuient sans participation, c'est le bloc des gauches entre 1902 et 1905, qui va notamment permettre, in fine, la loi de séparation des églises et de l'État. Bien. Donc Jaurès appuie de toutes ses forces cette démarche. À l'époque, le socialisme français n'est pas unifié. Il y a un parti socialiste français, entre guillemets, qui est donc avec Renaudel et quelques autres, qui est le parti socialiste plutôt réformiste, et Jules Guesde-Vaillant, c'est ceux qui sont, entre guillemets, davantage marxistes, c'est le parti socialiste de France. Chacun ne voulant pas laisser le mot parti socialiste à l'autre, vous avez donc deux partis opposés. Et alors, en 1902, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais chronologiquement, c'est en même temps. Il se trouve que c'est l'année où les sociodémocrates allemands publient la première édition systématique des œuvres de Marx et Engels et d'un troisième larron qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui est très important en Allemagne à l'époque, qui est Lassalle, fondateur du premier parti ouvrier en 1863. Et donc, vous avez des volumes de Marx Engels, Lassalle, en gothique à l'époque, puisque c'est comme ça, langue allemande. Et donc, Jaurès se les procure, où on lui a envoyé. Pour le coup, il n'y a pas de dédicace du préfacier Franz Mehring, mais il les a. Et donc, il les annote pas mal. Il souligne des petits mots. Bon, voilà. Donc, j'ai retrouvé dans la presse presse allemande la date exacte de parution de ces volumes. Et c'est au moment où se constitue le bloc des gauches en France. Oui. C'est un hasard. Hein, c'est pas, ils n'ont pas sorti les volumes en Allemagne pour ça, pour que Jaurès les reçoive en France. Donc, ça tombe en même temps. Et ce que Jaurès souligne dans ces volumes en allemand, c'est notamment les textes de Marx et Engels sur les révolutions de 1848, où se posent les questions d'alliance. Alors, pour vous la faire courte, la question de Marx et Engels à l'époque, c'est doit-on s'allier avec des franges progressistes de la bourgeoisie libérale pour lutter contre l'aristocratie réactionnaire, pour le dire vite. Bien. Et ce qui m'a paru intéressant, et je cite quelques exemples, c'est que Jaurès souligne, annote, oui, bien, etc. Il n'y a pas de grand développement. Mais on imagine bien que Jaurès nourrit ses stratégies d'alliance, nourrit intellectuellement ses stratégies d'alliance en ce moment, au moment où il est en France, en lisant parallèlement ces textes-là en allemand. Et là, j'ai envie de dire, tout le Jaurès est là. C'est une biographie. Moi, il faut que j'essaye de comprendre quand il est à sa table de bureau, quand il va aller s'engueuler avec Guesde, etc. Et on voit que malgré le contexte très tendu de 1902,
nécessité de ne pas trop se fâcher avec les autres socialistes, mais nécessité d'élargir l'alliance avec les radicaux pour faire une majorité au Parlement, eh ben, il est sûr que ces annotations-là, on voit bien, s'il annote ça, c'est à ce moment-là. Voilà, et donc, voilà, et c'est ça que et j'en ai quelques autres raisons, mais qu'importe, mais les allers-retours entre ces lectures approfondies, nourries en langue étrangère, et la vie politique quotidienne, j'ai envie de dire, toujours resté là d'une certaine manière. Je crois que tout Numa est là aussi d'avoir exhumé ces textes-là. Alors justement, je vais embrayer sur la question que je voulais te poser. 1902, c'est la préparation de la grande loi laïque qui est la séparation de l'Église et de l'État de 1905, pour laquelle justement il fallait des alliances, sans quoi on n'avait jamais la majorité. Donc ici à Toulouse, on est très sensible aux questions de laïcité, pour des raisons historiques. C'est la ville quand même où Calas a été un des derniers suppliciés sur la place Saint-Georges de façon lamentable. Heureusement, non, il était mort. Mais Voltaire a réussi à dénoncer cette ignominie. Et après, il y a eu toujours ce souci de la laïcité qui a eu beaucoup de mal à s'imposer. Et ça a couru jusqu'à des dates récentes. Il ne faut pas oublier quand même que nous avons eu Alain Savary comme député ici. Et Lionel Jospin aussi. Et les questions laïques, chaque fois, les ont assaillis et les ont concernés. Donc, je voudrais que tu nous donnes, parce que j'ai lu plusieurs articles que tu as fait qui me semblent déceler chez toi un souci de la laïcité comme élément important de la démocratie. C'est pas une espèce de slogan un peu à part. Ça va au cœur de la démarche sociale de Jaurès. Pour transformer le monde, il faut s'appuyer sur la laïcité, il faut la nourrir, il faut la défendre, etc. Alors, est-ce que tu peux développer un peu ça ? Alors, souvent on demande sur quoi Jaurès a évolué. Il est député, j'ai dit, à 26 ans, puis il a évolué sur un certain nombre de sujets. On peut dire qu'il y a des points sur lesquels il n'a pas beaucoup évolué non plus, si je puis dire, dans le bon sens du terme. Il est clair que dans ses premiers engagements à lui, lorsqu'il est proche de Jules Ferry en 1885, la laïcité est déjà une question importante et centrale. Et d'une certaine manière, sur ce point, cette question va le rester jusqu'à son assassinat. Je dis ça parce que, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur la question coloniale, sur le rapport donc, au marxisme, j'en ai déjà dit quelques mots, là, Jaurès, c'est quelqu'un qui évolue intellectuellement et politiquement. Sur la laïcité, j'ai envie de dire, c'est consubstantiel au Jaurès député, Jaurès jeune, et ça continue. Alors effectivement, la laïcité est une question dans le contexte un peu compliqué à manier politiquement. Pourquoi ? Parce que, en fait, Jaurès, entre 1902 et 1905, va devoir lutter sur différents fronts qui sont assez différents. La première, c'est au sein du mouvement socialiste, parce que Jaurès a décidé d'être dans le mouvement ouvrier, d'être socialiste. C'est pas la même chose que être de gauche, puisque la gauche, il y a une gauche non socialiste, il y a une gauche radicale. Non, mais il faut le rappeler parce que, d'ailleurs, moi, dans le 4e de couverture, mais c'est un des inventeurs de la gauche, Jaurès, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce qu'effectivement, le Parti socialiste correspond recoupe pour une large partie l'histoire de la gauche, mais à l'époque, vous voulez faire une majorité de gauche, vous avez des gens qui ne sont pas du tout socialistes, qui sont même antisocialistes sur la question de la propriété. Mais par contre, sur la question de la séparation des églises et de l'État, il peut y avoir des points communs. Ça, c'est important à rappeler, sinon on ne comprend pas. Par contre, au sein du socialisme, cette fois-ci, je vous l'ai dit, entre 1902 et 1905, il n'y a pas de parti socialiste unifié. Et un des débats durs, pas le seul, au sein du mouvement socialiste, c'est est-ce qu'il est utile de défendre la laïcité, même de manière assez élémentaire. Et beaucoup de socialistes français sont très dubitatifs là-dessus. Jules Guesde lui-même, bien que certains de ses camarades ne l'écoutent pas vraiment, mais ça c'est une spécificité, le mouvement ouvrier français, j'en écoute pas beaucoup, ce qu'on leur dit à Paris, et souvent dans la région c'est très différent. Dans l'Aube, qui est un bastion inconditionnel de Guesde et Lafargue, ils sont très libres penseurs, laïcs, alors ils ont beau se faire taper sur les doigts à chaque fois, ils continuent, donc voilà. Mais Jules Guesde lui-même a tout un argumentaire, et il est suivi d'ailleurs là-dessus par un certain nombre de socialistes allemands, italiens. Dans l'international socialiste, on a un débat. Est-ce que la laïcité, c'est si important que cela ? Et il y a un argument, j'ai envie de dire un argument fort, quoi qu'on en pense, qui est de dire, si vous nous embêtez avec vos questions de laïcité,
vous allez embêter les ouvriers qui croient en Dieu, pour le dire vite. Oui. L'écrasante majorité des Français à l'époque croient en Dieu, hein, rappelons-le. Parce que ça fait diversion. En même temps, il y a l'affaire Dreyfus, donc il y a le côté nous embêtez pas non plus avec l'antisémitisme, ça va faire diversion. Enfin, il y a toute une série d'argumentaires. Voilà, parce que les gens votent. Et Jules Guesde peut vous dire, pour avoir travaillé de très près sur sa circonscription, Roubaix-Vatrolos, eh bien là, c'est une circonscription très catholique, très ouvrière et très catholique, et il est clair que Guesde n'a pas trop envie non plus, bien que très marxiste. Alors là, il fait la leçon sur la lutte des classes, mais dès qu'on aborde des questions religieuses, il est un peu plus discret, parce que il considère, de bonne ou plus ou moins de mauvaise foi, que toute lutte trop excessive contre l'Église catholique peut et soit nuisible, soit menacer les intérêts du Parti socialiste localement. Donc Jaurès, lui, conserve de son ancrage républicain initial cet attachement à la laïcité, et donc son premier combat, qui, il faut le dire d'emblée, hein, est un combat plutôt remporté, parce que même Guesde et tout ça, qui sont dubitatifs, de fait, au Parlement, même avant la loi de 1905, les lois contre les congrégations, les lois de décision, ils les votent. Puis il y a l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus, c'est en même temps, exactement. Voilà, puisque vraiment le débat, c'est il y a la lutte des classes, c'est important pour les socialistes, il y a les inégalités sociales, et tout ce qui peut dévier de cela, considère un certain nombre de socialistes, eh bien, est une diversion. Et Jaurès, lui, pense que fondamentalement, il faut lier le socialisme au combat laïque. Dit comme ça a l'apparence de l'évidence et de la banalité, mais dans son contexte, ça ne l'est absolument pas. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on voit bien, parce que, encore une fois, j'ai fait une biographie, donc j'essaye de voir pourquoi aussi ce personnage s'épuise, parce que c'est fatigant, tout ce qu'il fait, les batailles politiques. Et une des batailles qu'il mène à ce moment-là, c'est d'abord au sein du socialisme lui-même. Et après, il y a l'autre versant. Je schématise un peu, parce qu'en fait, il y a toute une palette à chaque fois de couleurs différentes, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins... Vous savez, et des députés, tous les députés ne sont pas comme Jaurès à un peu coucher sur papier leur position doctrinale et les expliquer. Certains, on n'a pas vraiment de texte très clair. Donc de l'autre côté, Jaurès a une autre difficulté, c'est que vous avez une partie de la gauche, laïque, par exemple un certain Clémenceau, très laïque, qui était plus à gauche que Jaurès lorsque Jaurès était jeune. Eh bien, Clémenceau, par contre, est en divergence avec Jean Jaurès sur la question sociale, pour le coup, cette fois, sur la question, entre guillemets, de classe, comme on pouvait dire. Et donc, Jaurès se méfie aussi de ceux qui sont très très laïques, qui veulent aller très loin dans l'offensive contre l'Église catholique. Voilà, et Clémenceau en voudra toujours à Jaurès de ne pas avoir été assez loin sur la laïcité. Oui, mais même à la Dépêche, il a eu des... Oui, parce que certains, entre guillemets, je mets 4 guillemets, un laïcard, lui reprochaient de ne pas être suffisamment offensif contre l'Église et d'avoir été davantage dans une solution entre guillemets de compromis qui est celle donc d'Aristide Briand de décembre 1905. Équilibré. Et donc Jaurès a perpétuellement ces deux choses-là. Et j'en ajoute une troisième sur la laïcité qu'il ne faut pas oublier, parce que je vous parle tranquillement et il faut éviter de trop le faire. Comme si tout se passait au sein de la gauche. Mais la droite, à l'époque, existe, c'est le moins que l'on puisse dire, elle gouverne souvent. Et vous avez une droite qui, pour une partie a accepté la République, mais quand même pas de plein gré, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas du tout laïque. Et vous avez aussi quelque chose qui est en pleine dynamique. Alors je le savais, mais en travaillant de près sur Jaurès, après 1905, quand même, parmi les grandes options idéologiques fortes qui attirent les jeunes, par exemple, comme on dirait aujourd'hui, il y a le socialisme, bien sûr, qui est en pleine phase d'ascension, mais il y a le nationalisme. Et le nationalisme de type maurassien, les anti-Dreyfusards, ils sont en pleine dynamique politique. Il faut bien le dire, sinon on ne comprend pas. À tel point que lorsque sera votée la loi de 1905, l'Action française, donc l'organisation de Charles Maurras, qui est d'abord un journal puis une ligue d'action française, mènera des actions, y compris physiques, très violentes contre l'application de la séparation des églises dans différentes régions, contre l'inventaire des biens d'église. Donc il y a aussi ce combat-là chez Jaurès, qui est donc de faire attention de ce qui se passe dans le sein du mouvement ouvrier, d'élargir ça à toute la gauche pour que ça puisse passer, et aussi de ne pas perdre de vue que une large partie de la droite, et surtout de la droite nationaliste, eh bien, sont absolument contre toute remise en cause du pouvoir de l'Église, pour le dire un peu rapidement. Et le bloc des gauches de Jaurès, pour en revenir à la question d'alliance, c'est ça, c'est faire tenir tout cela, de ne pas être renversé, même si ce gouvernement, finalement, il n'y aura pas de second bloc des gauches après, hein, les socialistes ne seront plus avec Clémenceau, mais voilà.
Donc c'est ça la conception de la laïcité de Jaurès. Donc on peut discuter sur le fond davantage aussi, mais c'est de trouver un équilibre entre tout cela et surtout un équilibre durable. Parce que l'enjeu à l'époque, évidemment, on peut se dire aujourd'hui, la loi de 1905, on peut dire elle a été remise en cause, elle est mal interprétée. Enfin bon, tout le monde voit à peu près qu'il y a une loi de 1905 en France quand même. Mais à l'époque, la crainte, je ne sais pas ce que tu en penses, je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus aussi, mais il est clair qu'il n'était pas du tout garanti qu'une telle loi puisse être remise en cause juste après, peu de temps après. Ça aurait pu être défait, ça a été très attaqué à plusieurs reprises. Donc le combat de Jaurès pour la laïcité, il faut insister là-dessus, est un combat à multiples entrées. Convaincre de la justesse de l'alliance entre le socialisme et la laïcité, convaincre le reste de la gauche qu'il n'y a, entre guillemets, pas que la laïcité non plus, et batailler intelligemment pour faire en sorte qu'au parti, au moins du centre-droit, puisse s'y rallier à l'Assemblée et au Sénat, et pour isoler, en gros, la droite nationaliste qui, elle, mènera une bataille tambour battant contre tout cela. Donc c'est important parce que ça lui a pris aussi beaucoup de temps intellectuel, politique. D'accord, mais aujourd'hui, nous voyons même l'extrême droite parfois se parer des plumes de la laïcité, ce qui est quand même un paradoxe extraordinaire. Bon, je voulais te poser ça. Tu as mis en scène un peu les nationalistes, ça me fait penser quand même que l'image de Jaurès, si vous regardez la petite stèle qui sert de monument à Jaurès après que la grande statue du square du Capitole ait été détruite, et il y a écrit Jaurès, apôtre de la paix. Alors c'est ce combat pour la paix et la façon dont il a agi au sein de l'Internationale ouvrière, dont il a été un des leaders, avec des gens que tu as déjà cités, avec Rosa Luxembourg, et Lénine aussi un peu. Donc, comment Jaurès a cultivé cette solidarité internationale pour faire obstacle à la paix, quitte à imaginer des solutions qui paraissaient un peu farfelues, comme la grève générale au moment du déclenchement de la guerre. Alors ça aussi, ça nous intéresse beaucoup, parce que on est Toulousain, d'accord, on aime Jaurès parce que c'est un homme d'ici, mais ce qui nous tracasse aussi beaucoup, c'est de savoir comment il a lutté pour la paix et comment aussi il a échoué, finalement, pour la paix. Et aujourd'hui, nous avons ces bruits de bottes et ces explosions et ces attentats individuels et collectifs qui se produisent, comment nous pouvons trouver dans Jaurès motif d'espoir, quoi. Ça nous intéresse aussi. Oui, alors c'est vrai que ça a été un des grands combats de sa vie, d'essayer de faire en sorte que ce qu'il avait vu lorsqu'il était petit, parce que donc il est né en 1859, donc c'est un jeune adolescent qui voit la guerre franco-allemande. Alors il est dans le Tarn, donc c'est moins virulent que d'être en Lorraine. Ce qu'on disait parfois, c'est que Jaurès est moins nationaliste que Barrès, puisque effectivement, Barrès étant un écrivain lorrain, on n'a pas le même rapport. Mais il vient d'une famille de militaires. Il vient d'une famille de militaires, à l'exception de Benjamin Jaurès, etc. Et vous avez Louis Barbaza, son oncle maternel. Par la mère, ouais, absolument. Il a perdu une jambe à Sébastopol, c'est pas rien. Tout à fait. Et du coup, il y a cet arrière-plan militaire qui est très présent chez lui. Et une des raisons pour lesquelles il a, comment dirais-je, il y a le côté doctrinal, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais une des raisons pour lesquelles il va tenir à avoir des liens difficiles mais constants avec les sociaux-démocrates allemands, c'est l'idée pour lui que finalement, bien sûr, l'arbitrage international, tant qu'on peut, la pression sur les gouvernements, il le fera jusqu'à son dernier souffle, près de Poincaré, Vianney, il ira les voir jusqu'au bout pour tenter toutes les médiations possibles. Donc ça, il y a une constance. Il est toujours convaincu du parlementarisme, de la légitimité des gouvernements qui sont élus, même lorsqu'il n'est pas d'accord avec eux, et il pense qu'il faut faire pression sur eux par tous les moyens légaux. Ça, c'est une chose. Mais il a une intuition qui est que les moyens légaux peuvent ne pas suffire, évidemment. Et du coup, c'est pour partie une interprétation de ma part, mais une des raisons pour lesquelles il est aussi lié que cela aux sociaux-démocrates allemands, ce qui est difficile dans le contexte de l'époque, toute la droite, notamment la droite la plus dure, l'appellera Herr Jaurès, Monsieur Jaurès, pour dire que c'est un homme vendu aux Allemands, aux Prussiens, casque à pointe, caricature, voilà, il y en a plein à l'époque.
Et en plus, comme quand il lance son journal L'Humanité, il y a des sociodémocrates allemands qui s'abonnent et qui donnent de l'argent pour l'aider, et la droite fait une campagne, on vous l'avait bien dit, c'est un agent des Prussiens, il reçoit l'argent de l'Allemagne, etc. Donc c'était pas facile à assumer dans ce contexte-là. Donc il l'assume parce qu'au fond, et puis il a des débats compliqués avec les sociodémocrates, j'ai déjà cité Rosa Luxembourg, qui va porter une critique très féroce contre lui à propos de son projet d'armée nouvelle, mais il n'a jamais rompu avec eux. Il y avait un enjeu stratégique au sein du socialisme international, mais pas que, parce que finalement, lui qui était républicain, Tarnais, etc., qui n'était pas parti pour tout cela, il voit bien qu'une des possibilités qui pourrait permettre, on sait bien que ça ne suffira pas au final, mais d'éviter la guerre, c'est tout simplement que des deux côtés, non pas du Rhin à l'époque, mais des Vosges, puisqu'il y a eu l'annexion, la Moselle, il y ait des forces politiques qui puisse suffisamment peser, notamment dans les mondes populaires et ouvriers, pour empêcher la guerre au cas où elle viendrait de se déclencher. Alors dit comme ça a l'apparence de la banalité, mais à l'époque, vu le niveau d'antagonisme réciproque entre Français et Allemands, ce qui enseignait par les manuels scolaires des deux côtés, Jaurès fait un pari là-dessus. Alors c'est facilité par le fait qu'il est quand même il est germaniste, donc il comprend, il lit, je vous l'ai dit, donc voilà. Et donc il a des liens, y compris avec des gens avec lesquels il est politiquement pas d'accord sur tout, mais voilà, je pense que ça a été un des grands espoirs de sa vie, de se dire que si le SPD, donc le Parti social-démocrate allemand, gagne en force en Allemagne, et si le Parti socialiste français fait la même chose en France, eh bien, peut-être que là, il y aura suffisamment de bataillons pour empêcher le pire. Et n'oubliez pas une chose, c'est que contrairement à d'autres époques, il y a une courbe exponentielle des socialistes français, des sociodémocrates allemands. Ils n'arrêtent pas de gagner des militants, des sympathisants, des voix aux élections. Donc Jaurès voit ça année en année. Vous savez, en 1912, aux élections au Reichstag, donc le Parlement allemand, la social-démocratie allemande, c'est le premier parti politique. Alors, la coalition de tous les autres fait qu'ils sont exclus du pouvoir. Ils font en gros 25%. Donc, voilà. Mais ils pensent vraiment à ça. Et donc, une des leçons, si on pouvait en retenir une, de Jaurès, c'est de toujours penser que de toute manière, ce qu'il y a au-delà de ses propres frontières nationales, ce qu'on appelle parfois basiquement l'internationalisme, l'idée qu'il existe une solidarité par-delà les frontières, alors pas qu'une solidarité entre les prolétaires et les ouvriers, parce que lui s'intéresse aux organisations politiques, mais l'idée qu'il faut construire des instruments internationaux des deux côtés des frontières est fondamentale. Et je vous assure que dans le contexte de l'époque, plus vous vous plongez dans l'époque, plus vous voyez à quel point c'est difficile. C'est pour ça qu'il fera partie des gens très investis dans ce qu'on appelle le Bureau socialiste international. Donc c'est la direction de l'internationale socialiste qui se réunit à Bruxelles ponctuellement avec des délégués de différentes nationalités pour essayer d'élaborer des résolutions communes. C'est pas facile, ça marche pas très bien. Mais lui, il est, pardonnez-moi cette expression familière, à fond là-dedans. Tout ce qui est construction de forces politiques, on dirait aujourd'hui supranationales, transnationales, il pense vraiment que ça fait partie de l'avenir de l'Europe véritablement. Tout en étant par ailleurs profondément patriote, c'est pas contradictoire. Voilà. C'est un des pères de l'Europe, ce que parfois on oublie. Voilà, d'une certaine manière, il y a ça derrière lui. Et élément significatif, je parlais de Rosa Luxembourg, à 29 juillet 1914, c'est un de ses derniers grands discours publics au cirque royal à Bruxelles. Il cite Rosa Luxembourg en disant la vaillante Rosa Luxembourg. Pourquoi dit-il ça ? Parce qu'il était en désaccord sur Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg était plus à gauche que lui, d'une certaine manière, notamment sur l'internationalisme, sur la grève générale, tout ça. Mais il sait aussi qu'il y a des forces côté allemand sur lesquelles on peut s'appuyer s'il y a une conflagration générale. Donc ça, c'est un grand espoir de Jaurès et une grande leçon. Après, sur les moyens employés, je disais, il y a l'arbitrage. Oui, il veut faire pression sur le gouvernement. Et puisque tu as cité la grève générale, un mot quand même là-dessus, parce que ça a été un grand débat parmi les syndicats. Oui. Parce que beaucoup de syndicalistes détestaient les parlementaires. Oui, absolument. Alors, notamment en France. Désamorcer cette... Voilà. Pour rappel, la CGT de l'époque était très hostile au Parti socialiste, considérait que le syndicat se suffisait à lui-même pour mener les batailles. Jaurès a engagé un dialogue avec des syndicalistes, et d'ailleurs des syndicalistes, là aussi, entre guillemets, beaucoup plus à gauche que lui. Et certains, je pense à quelqu'un comme Rosmer, qui sera ensuite communiste puis opposant au stalinisme, ils garderont toujours une bonne mémoire de Jaurès, qui pourtant était pour eux un réformiste modéré, mais il dit il nous comprenait, il nous écoutait, il nous respectait, etc., alors que d'autres, plus à gauche comme Guette, disait le syndicat c'est relié au parti et fichez-nous la paix avec vos trucs. Voilà. Donc Jaurès essaye de rentrer en dialogue avec eux et il voit bien que en cas là aussi de conflagration générale, le moyen de la grève générale peut être un des moyens pour empêcher un conflit.
franchement, on ne va pas repeindre en rouge Jaurès trop, si je puis dire. C'est pas la grève, d'ailleurs on le voit bien quand il est maire adjoint à Toulouse au départ. La grève n'est pas, on dirait aujourd'hui dans son logiciel politique, la chose à laquelle il pense en premier, mais il finit par considérer qu'effectivement ces moyens d'action propres aux ouvriers peuvent faire partie des choses qui peuvent empêcher la guerre. Donc c'est ça, si vous voulez, l'héritage jaurésien, c'est de dire que d'une certaine manière, le combat parlementaire, diplomatique, etc. est fondamental, sans exclure les modes d'action plus virulents, il faut bien le dire, et fondamentalement, sur la longue durée, même si dans un premier temps, ça a été objectivement un échec, comme chacun sait, c'est la bataille inlassable pour essayer de se mettre d'accord avec des sociodémocrates de l'autre côté de la frontière, malgré les débats, et je vous fais grâce des multiples débats qu'ils ont aussi sur la laïcité. Les sociodémocrates allemands le disent, pourquoi tu nous embêtes avec ta laïcité ? Nous, c'est pas comme ça chez nous et ça se passe très bien. D'ailleurs, le mot laïcité est lui-même très dur à traduire en allemand, donc en plus, ils font semblant de ne pas comprendre. Bref, donc, voilà, dans différentes langues. Donc, mais il continue Jaurès parce que, d'une certaine manière, lui qui a tant peur de la guerre, il a failli avoir déjà la guerre avec l'Allemagne à l'occasion de l'affaire marocaine en 1905, il pense que s'il n'y a pas de lien entre les deux, bon, vous voulez, entre guillemets, c'est cuit d'avance. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très fort chez lui. Et je dis pas ça parce que, je veux dire, c'est normal, le gars, il est rentré, Jaurès par l'Allemagne, donc il va parler de l'Allemagne. Non, parce que véritablement, il s'est acharné à maintenir des liens et à les développer, y compris avec des gens avec lesquels, en plus, il n'était pas si d'accord que ça sur d'autres sujets. Mais sur la question de comment tout faire pour empêcher la guerre, là, clairement, c'est pas juste que Jaurès, c'est pour la paix, qui trouve que les peuples doivent éviter de s'entretuer, parce qu'à ce niveau de généralité, beaucoup de gens pensent cela. Lui, c'était le combat politique, et l'alliance avec des forces politiques d'autres pays, au nom de principes communs. Rapport de force. Voilà, exactement. Bon. Peser sur... Ce serait peut-être temps de solliciter les questions de nos auditeurs attentifs et des membres de l'association des Amis de Jaurès à Toulouse, que je félicite d'être nombreux dans cette salle. Ceux qui n'y sont pas peuvent toujours aller sur notre site et adhérer pour une somme modique à notre association. Je ferme la parenthèse. Voilà, comme ça. C'était plutôt pour vous poser une question par rapport à vous, votre travail d'historien et surtout vos influences historiographiques. Voilà, c'était par rapport à ça. Qu'est-ce qui les œuvres importantes historiographiquement parlant pour vous et vos influences qui vous aident à écrire justement écrire l'histoire, quoi. Oui, tout à fait, très bien. Oui, alors moi, si vous voulez, à l'origine, je faisais plutôt de l'histoire sociale des idées politiques, comme on le dit maintenant. Bon, il y a toute une série de courants qui recoupent cela. Bon, dans le monde anglo-saxon, c'est plutôt Skinner-Pocock. Ici, ça a eu il y a eu d'autres déclinaisons quand vous vous intéressez plus spécifiquement au mouvement ouvrier. Il y a eu une tradition autour de gens dont on a sous-entendu le nom, comme Madeleine Reberiou ou Labrousse. Il y a eu aussi des gens moins connus, mais que j'aime à citer, par exemple un certain Georges Haupt, qui est mort prématurément dans les années 70, qui était un rescapé d'Auschwitz, juif roumain, qui a fait une carrière éclair en Roumanie post-Seconde Guerre mondiale, et qui a quitté donc la Roumanie stalinienne et qui avait commencé un grand chantier d'histoire de l'internationalisme formidable à l'EHESS. Qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de finir ce chantier, mais avec ensuite quelques collègues, on a retrouvé les bandes de ces séminaires des années 70 qu'on a numérisés, qui sont sur le site de la MSH. Et ce qui était intéressant dans ce que disait Haupt, là je réponds par rapport à Jaurès parce qu'il y aurait d'autres sujets, d'autres influences, mais c'est lorsque vous faites un peu de la prosopographie des militants, ouvriers ou pas ouvriers, qui se réclament du mouvement ouvrier, parce que Jaurès n'est pas un ouvrier. C'est évidemment de comprendre toutes les influences qui l'ont amené à cela, mais aussi de reconstituer cette trajectoire dans toute une série de réseaux transnationaux. Parce que le propre du mouvement ouvrier de l'époque, d'avant 1914, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui essentiellement, c'est que vous êtes dans une période où à la fois vous avez une affirmation très très forte des nations, des nationalismes. Là-dessus, moi, j'étais aussi pas mal inspiré à Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, tradition plutôt anglo-saxonne d'étude du nationalisme. Voilà. Mais en même temps, vous avez
c'est un peu ce qu'on disait avant avec Jaurès, c'est des réseaux transnationaux et des tentatives d'internationalisation de la politique, à une époque où c'est très difficile. Et Haupt essayait de comprendre cela de manière assez brillante, à mon avis, en essayant de comprendre la circulation des idées. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas sur tout cela, sur l'histoire sociale des idées politiques, sur la trajectoire, la prosopographie. J'ai pas un auteur, si vous voulez, où je pourrais vous dire, ah, c'est ça qui m'a montré la méthode. J'ai un peu pioché chez différentes figures, sachant que, comme vous savez, la biographie n'est pas un genre nécessairement consensuel parmi les historiens. Moi, j'ai pas de problème avec la biographie, sinon j'aurais pas fait 2 déjà, même 3 avec Rosa Luxembourg de manière plus modeste. Il est clair qu'il y a eu, je rappelle pour certains, mais il y a eu une offensive contre la biographie, notamment, il y a un article très connu qui est très intéressant de Bourdieu contre la biographie comme justement point d'entrée négatif dans l'histoire. Vous allez tout ramener un individu, une trajectoire, et donc vous allez trahir les structures sociales et politiques. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas. Tout dépend de la façon dont on le fait. Je pense qu'il n'y a pas de dogmatisme à avoir par rapport à ça. Il y a un historien allemand, enfin est-allemand à l'époque, qui s'appelait Walter Markov, qui est d'ailleurs d'origine slovène, donc qui était né dans l'Empire austro-hongrois, qui avait fait à une époque une grande biographie de Jacques Roux, un acteur de la Révolution française, qu'on avait traduit en français il y a quelques années. Donc Jacques Roux, c'est les enragés, c'est l'extrême gauche de la Révolution. Et Walter Markov, donc l'historien, s'était intéressé à cela, et c'était le moment où il y avait justement pas mal de controverses en Europe occidentale, et un peu orientale aussi, sur qu'est-ce qu'une biographie et comment l'écrire. Et lui, il avait répondu une expression toute simple, et qui dit, moi je fais une biographie sociale, c'est-à-dire que je vais prendre Jacques Roux, c'est un curé en plus défroqué, donc une sorte de curé rouge, donc le personnage est assez haut en couleur, éliminé en plus par Robespierre, donc c'est entre guillemets l'extrême gauche de la Révolution, mais il part de Jacques Roux, il fait par cercle concentrique le groupe des enragés, le mouvement populaire pendant la Révolution française. Et ça aussi, c'est des choses qui m'avaient un peu marqué, parce que moi à l'origine je viens de l'historiographie de la Révolution française, donc j'avais regardé un peu cela, parce que faire de l'histoire de la Révolution française sans faire de biographie, sans parler des individus, comme ça se finit avec Napoléon, au risque de schématiser, non mais vous voyez, parce que c'est une impasse aussi de dire que la biographie est une impasse, parce que il y a tellement de prise de pouvoir et de personnalisation des organisations que on voit bien pourquoi à une époque on a été lassé, surtout quand, parce qu'il faut voir, la critique de la biographie, c'est le début de la Ve République, le général de Gaulle, il y a une critique, on va dire, du pouvoir personnel, c'est ça aussi, le contexte. Bon, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est formidable, loin de là, mais voilà, donc peut-être un retour un peu critique là-dessus, et je pense qu'il y a... Oui, voilà, il y a des moyens de poursuivre, à mon avis, sans avoir d'a priori contre la biographie, voilà. Bonjour. Bref et précis. Dans toutes vos archives, est-ce que vous avez retrouvé un écrit de Jean Jaurès sur sa femme et sa fille par rapport à la laïcité, sachant que sa femme était assez pieuse, sa fille, en passant à la communion, il s'est bien fait critiquer là-dessus. Donc je voudrais savoir s'il a fait un écrit ou quelque chose comme ça, ou comment il s'était défendu par rapport à ses adversaires. Oui, alors, pour rappeler pour tout le monde, il y a une affaire de la communion dans la vie de Jean Jaurès. De Madeleine, qui donc a fait sa communion en 1901, exactement le même contexte que je vous décrivais tout à l'heure. Ça a son importance parce que le niveau de haine interne au socialisme est très violent, et donc tout dossier est bon à ouvrir, bon à prendre pour discréditer son adversaire. Alors la communion de la fille, pour lui qui veut nous parler de laïcité toute la journée, c'était parfait. Non, mais je dis ça parce que ça a son importance. Alors Jaurès s'est défendu. Il a eu une campagne de presse. On parle de nombreux journaux. Jaurès est attaqué là-dessus. Alors, sur différents aspects, parce qu'il y a le côté, il nous parle beaucoup de laïcité, mais en fait, chez lui, c'est un cul béni, il laisse sa femme, etc. Et il y a aussi le côté, il ne faut pas oublier, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, Jaurès ne sait même pas tenir sa femme qu'il envoie sa fille à la communion. Il n'a même pas réussi à convaincre. Il dit, vous parlez que ce gars va faire l'unité du Parti Socialiste alors qu'il n'est même pas capable de tenir... Il y a vraiment des articles comme ceux-ci. Il faut rappeler que les enfants de Jaurès sont allés à l'école laïque. Voilà, tout à fait. Mais Madame Jaurès, effectivement... Alors, c'est pas votre question, donc je ne veux pas trop extrapoler là-dessus. Il y aurait à traiter du rapport de Jaurès au catholicisme, à Dieu. C'est pas un athée virulent non plus, Jaurès. Donc, il y a un rapport un peu compliqué. Il n'était pas athée, non, jamais. Il a fait de profession d'athéisme. Il n'a pas totalement réglé la question. Voilà. Mais ça a été instrumentalisé, effectivement, contre lui, notamment par les guédistes qui se sont totalement déchaînés à ce moment-là, vraiment à des fins politiques.
très objectivement, il n'y aurait pas eu une telle campagne de presse si on n'était pas dans un processus où chacun posait ses billes pour créer son parti socialiste. Il y aurait eu quand même une campagne de presse, mais là, elle était maximale. C'était tactique, voilà. Donc, il ne faut jamais oublier cette dimension-là. Et lui, effectivement, s'est défendu de ça dans plusieurs articles. Bon, il y a une gêne quand même. Hein. C'est-à-dire que Jaurès ne dit pas que c'est formidable et comment dirais-je, fichez-moi la paix. C'est pas de ce niveau-là. Ce que Jaurès essaye de plutôt faire à ce moment-là, c'est de ramener les socialistes sur des grandes orientations politiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous divise et arrêter de nous parler de questions purement personnelles et familiales. Et quand même, alors, là où c'est délicat pour lui pendant des semaines, c'est que le fait divers, on est en pleine époque, c'est la belle époque, enfin la belle époque avec des guillemets pour certains, mais enfin voilà, ça s'appelle comme ça quand même. Le fait divers a pris des proportions avec la presse de masse considérables. Alors, je suis au courant que ça n'a pas totalement disparu, mais à l'époque, encore une fois, c'est la première génération qui sait lire un journal. Donc on a des tirages considérables, c'est le seul grand média. Et donc le fait divers, c'est ce que les gens, en gros, lisent le plus. C'est ce qui a le plus, ce qui attire le plus le lecteur à l'époque. Donc effectivement, ceux qui balancent l'affaire savent très bien ce qu'ils font, parce que ça met Jaurès au premier plan, et on parle de ça prioritairement. Donc il y a tout un enjeu autour de ça qui est important. Mais Jaurès, oui, il laisse plutôt passer l'orage, et ce qui est quand même significatif, c'est que cette campagne-là ne l'empêchera pas, quelques mois plus tard, de lancer son combat pour la laïcité, de mener ce processus d'alliance. Donc voilà. Jaurès, qui a travaillé sur l'idéalisme allemand, qui est à la fois un nationaliste et internationaliste, pacifiste, etc. Vous avez dit que le concept de laïcité, dans le cadre d'un parti socialiste qui était un peu divisé, était à manier avec précaution. Et j'aurais voulu que vous fassiez peut-être une allusion à une grande organisation qui a dû être créée à ce moment-là, mais je n'ai plus exactement les dates, sur la Ligue des droits de l'homme. On sait aussi que les leaders qui ont créé la Ligue des droits de l'homme, je crois qu'on a eu une conférence au GREP récemment par un collègue de Rémi Pech qui s'appelait Rémi Fabre et qui nous avait parlé un peu de la Ligue des droits de l'homme. Donc ce grand bourgeois protestant, je crois, quels étaient les rapports de Jaurès avec les leaders de la Ligue des droits de l'homme ? Alors, ça fait tout à fait partie des organisations avec qui Jaurès a des liens, y compris individuels. Alors, ça a été fondé pour tout le monde, hein, la Ligue des droits de l'homme en 1898. Et Buisson, Ferdinand Buisson, etc. Mais peut-être la chose à rappeler, bien sûr qu'il y a la question de la laïcité, mais pour le coup, c'est à remettre dans un ensemble. Il y a la question de l'affaire Dreyfus, qui est quand même essentielle là-dessus. Voilà, parce que c'est en même temps, et ça a des liens très forts, mais ça n'a pas exactement la même trajectoire. Et une des raisons pour lesquelles Jaurès est proche de tout cela, c'est qu'évidemment, il y a la question de la laïcité, vieille question chez lui, 1885, je l'ai dit. Mais entre-temps a surgi l'affaire Dreyfus. Donc, je rappelle juste l'affaire Dreyfus en deux mots pour tout le monde. Hein. Lancé cette affaire initialement en 1894. Donc, vous savez, ce fameux capitaine qui a été accusé à tort, dont tout le monde pensait qu'il était coupable au départ. Voilà, il a fallu attendre 1906. Et Dreyfus est accusé... par antisémitisme, hein, voilà, soyons clairs. Bon, au début, les choses ne sont pas si claires, et c'est toute une série d'individus, pas Jaurès au départ, hein, Jaurès partage au départ les préjugés antisémites de son temps et n'est pas Dreyfusard. Paradoxalement, Jules Guesde, qui va entre guillemets se retourner ensuite, et Dreyfusard plutôt, hein, il est du côté de Zola, il dit que le J'accuse de Zola, c'est le manifeste le plus révolutionnaire du siècle, donc Guesde est là-dessus, et Jaurès, avec les preuves, une série d'articles qui va devenir un ouvrage, démonte la machination qui a été montée contre Dreyfus bien. Et donc, entre-temps, a été fondée effectivement cette Ligue des droits de l'homme qui est remplie d'intellectuels, avec des guillemets, puisque le mot intellectuel au sens des individus qui s'engagent au nom d'une cause, de valeurs au-delà de leur propre individu. Le mot intellectuel, qui est d'ailleurs employé très péjorativement par l'extrême droite à ce moment-là, apparaît à ce moment-là. Et typiquement, l'intellectuel, c'est la personnalité de la LDH. Soyons clairs. Et donc, Jaurès se retrouve en proximité avec des gens, Buisson, Pressensé, etc., qui ne sont pas des socialistes,
précisons-le, mais précisément ça fait partie de tout un arc politique de gauche, pour le coup, dans le contexte parlementaire de l'époque, avec lesquels il estime qu'il y a un combat à mener, parce que l'affaire Dreyfus, pour lui, est quelque chose de fondamental, et être dreyfusard, ou même, comme le dit mon collègue Duclerc, dreyfusiste, c'est-à-dire pas juste défendre Dreyfus, mais considérer que derrière Dreyfus, il y a un enjeu plus important qui est la défense des droits des individus au-dessus des classes sociales, etc., ce qui occasionne de nombreux débats chez les socialistes, eh bien, ce Jaurès dreyfusiste-là est un Jaurès qui est effectivement pleinement en adéquation avec la LDH dont vous devez rappeler effectivement, dont vous venez de rappeler l'existence. Donc ça, c'est effectivement un bon exemple de l'arc plus large. Vous savez, l'arc dreyfusard est à la fois limité et large. Il est large dans la mesure où il va bien au-delà du mouvement ouvrier. C'est d'ailleurs ce que lui reproche une partie du mouvement ouvrier, c'est d'être extérieur au mouvement ouvrier. Et quelqu'un comme Clémenceau, une des raisons pour lesquelles Jaurès et Clémenceau ne se détesteront pas totalement jusqu'au bout, c'est que, on peut dire ça comme ça. Oui, non, oui. C'est compliqué. Enfin bon, moi j'appelle ça des rendez-vous manqués, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Ça aurait pu finir au pistolet, c'est vrai, mais ça n'a pas été le cas. Mais il y a l'affaire Dreyfus, il y a l'aurore. C'est-à-dire il y a le côté Clémenceau, laïque, Clémenceau, dreyfusard, et ça quand même, il y a un tronc commun, et qui n'est pas un tronc commun socialiste pour le coup. Et certains comme Gued et d'autres, de manière plus ou moins mal intentionnée ou pas, pensent qu'il ne faut pas justement aller défendre Dreyfus. Alors certains clairement sont antisémites, d'autres pas. D'autres de bonne foi pensent qu'il ne faut pas combattre Dreyfus. Enfin, il ne faut pas être du côté de Dreyfus, parce que Dreyfus, ça vous ouvre à des alliances beaucoup trop larges au niveau politique. Et ça, moi j'ai fait attention sur Jules Gued, parce que Jules Gued, on dit souvent, c'est l'antisémite, etc. Je ne pense pas que Jules Gued individuellement était antisémite. Je pense que c'est faux, il y a des rapports de police aussi qui le suivent. Hein. Il y en avait qui étaient complètement antisémites chez les Guedis, c'est absolument clair, notamment du côté de Bordeaux. Oui, voilà, certains en sont devenus, voilà. Mais Jaurès pense qu'il faut aller au-delà d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'est clair. La lutte contre l'antisémitisme en son temps, dans ce contexte-là, fait partie des choses qui sont importantes pour lui. Une dernière parenthèse là-dessus. Rosa Luxembourg, pourtant beaucoup plus lutte de classe que Jaurès, par plein d'aspects, et qui critique Jaurès là-dessus, j'ai déjà dit. Rosa Luxembourg, bien qu'elle ne soit pas tout à fait d'accord avec Jaurès sur la façon dont Jaurès mène le combat pour Dreyfus, Rosa Luxembourg, qui est l'extrême gauche du mouvement socialiste, est dreyfusarde. Trouve que ses camarades dont elle est le plus proche par ailleurs en France, font une erreur. Et d'ailleurs, Paul Lafargue, le gendre de Marx, qui est un problème, écrit à Wilhelm Liebknecht, un des grands leaders de la social-démocratie allemande, en disant « Ceux qui sont anti-dreyfusards dans le mouvement socialiste se trompent. Jaurès a raison, pas de le faire comme ça, mais il a raison fondamentalement. » Donc, il y a des entrecroisements multiples et variés qui sont... voilà. Je rappelle que Madeleine Rebériou, qui est souvent notre référence importante en matière d'études jaurésiennes, a été elle-même présidente de la Ligue des droits de l'homme pendant quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la position ou l'évolution, ou les deux, de Jaurès à propos de la décolonisation ? Oui, tout à fait. Alors, ça fait 10 ans maintenant. On avait publié, il y a les volumes des œuvres de Jaurès qui ont été publiés par Fayard. C'est terminé. Alors, tout n'est pas publié, mais je m'avais confié de m'occuper des textes de Jaurès sur la question coloniale avec Marion Fontaine, absolument. Donc, j'avais regardé de très près tout ce qu'avait dit et écrit, retranscrit en dactylo, Jaurès sur la question coloniale. Alors là, c'est un peu l'inverse, effectivement, de la question laïque. Pour le coup, Jaurès a beaucoup changé là-dessus. Alors, Jaurès, soyons clairs, à 26 ans, il est très favorable à l'œuvre coloniale. C'est-à-dire qu'il est du côté de Jules Ferry, mais sur tous les aspects de Jules Ferry. C'est-à-dire que la mission civilisatrice de la France... Alors, en plus, il écrit, parce qu'il faut regarder jusqu'au bout, il est enthousiaste. C'est pas juste qu'il n'est pas un peu gêné de dire « Ah oui, non, on ne peut pas faire autrement ». Voilà, il faut le dire, une grande partie du camp républicain à l'époque pense sincèrement que la colonisation est une bonne chose. D'ailleurs, ce qui la critique, c'est Clémenceau. Oui. C'est l'aile gauche du républicanisme à ce moment-là. Jaurès a évolué pas mal ensuite.
Jaurès n'est alors il ne faut pas faire de Jean Jaurès un Ho Chi Minh avant la lettre, ça n'a aucun sens. Mais Jaurès évolue sur la question coloniale. Il est de plus en plus critique sur les opérations, sur le Maroc. Il trouve que les expéditions françaises sont inhumaines, sanglantes. Et là-dessus, il devient même au sein du mouvement socialiste. Alors encore une fois, il n'est pas le plus à gauche sur certains sujets. Sur la critique du colonialisme, il va assez loin, surtout pour le contexte de l'époque. Et il va tellement loin, d'ailleurs, qu'une partie de ses adversaires le haïssent, notamment à cause du fait qu'il critique l'empire colonial. Donc ça, c'est une chose importante. Peut-être parce que je ne vais pas citer tous les discours, mais un point de bifurcation chez lui qui est intéressant à rappeler sur la question coloniale, auquel on ne pense pas spontanément, c'est quand il a écrit son histoire de la Révolution française. Parce que Jaurès a été battu aux élections en 1898, ce qui lui donne plus de temps. L'abolition de l'esclavage. Oui, parce que alors, quand il se lance dans son histoire de la Révolution française, il écrit une grande histoire socialiste de la Révolution, sous un autre angle, il mobilise les facteurs économiques et sociaux, peu de gens avaient fait ça à son époque, mais il y a une chose que l'on oublie a posteriori, pour le coup, ayant travaillé là-dessus, même avant Jaurès, sur l'historiographie de la Révolution française, c'est que l'histoire de la Révolution française à cette époque-là, donc vous avez Thiers, Mignet, chacun ont publié des histoires vastes, quasiment personne ne parlait du monde colonial, ce qui est fou quand on voit l'importance que ça avait géographiquement à l'époque. Escamoté. Donc on pouvait écrire une histoire de la Révolution française qui, certes, est déjà suffisamment riche pour occuper des dizaines de volumes. Et Jaurès est un des premiers, je me souviens même dans Yves Benot, bien après, dans les années 1980, un grand historien de la colonisation, dit mais quand même, Jaurès, il faut quand même se rappeler que lorsque Jaurès est battu aux élections, qui fait son histoire de la Révolution française, c'est un des premiers à intégrer à l'histoire de la Première République française l'idée que la Révolution française génère de nombreuses contestations, c'est quand même connu, déjà à l'époque bien sûr, mais ça va jusqu'à la remise en cause de l'ordre colonial à Haïti, c'est tout ça l'ouverture, l'indépendance, l'Haïti, et ça va jusqu'à l'abolition de l'esclavage par la Convention nationale en février 1794. Vous allez me dire, tout ça est fort bien connu. Napoléon. Voilà, et Napoléon rétablira... Joséphine. Non. Non, écoutez, c'est C'est- pas uniquement. que Alors ce pour le soit coup, sur pas les trop de femmes. biographie, voilà, preuve. Non, mais ça s'inscrivait. Bon, on parlera de ça une autre fois peut-être, mais quoi qu'il en soit, Napoléon a rétabli l'esclavage qui avait été aboli par la Convention 1794. Toutes choses qui sont bien connues aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant pour Jaurès, c'est que Jaurès, qui est très républicain et qui reste vraiment la République chevillée au corps, considère que son républicanisme, si vous voulez, est tout à fait compatible avec cette critique de l'ordre colonial. Et il le fait, et c'est là où on retrouve l'intellectuel en politique, son cheminement, c'est pas juste, évidemment qu'il y a les expéditions au Maroc après, etc., mais ce qu'il découvre dans l'histoire de la Révolution elle-même, il se plonge dans les archives, il est beaucoup aidé, hein, on trouve bien des gens qui lui font des fiches pour écrire l'histoire, hein, soyons clairs, il a une équipe autour de lui, et au bout d'un moment il s'arrête, parce que c'est écrit au fil de la plume, son histoire, c'est très romancé, c'est l'époque qui veut ça aussi. Il fait tout un volume sur, bien sûr, l'Allemagne, ça l'intéresse pour les raisons qu'on a dites, l'Angleterre, l'impact de la Révolution à l'étranger, et puis l'impact de la Révolution dans le monde colonial. Et moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'une de ces bifurcations intellectuelles sur la question coloniale, c'est de se dire « Ah oui, nous sommes socialistes, les héritiers de la République, de la Révolution, des hommes des Lumières, l'affaire Calas, etc. » Mais finalement, dans notre héritage aussi, nous avons cette révolution qui a déclenché un mouvement d'une telle profondeur qu'on a été jusqu'à l'abolition de l'esclavage et la remise en cause de l'ordre colonial, toute chose effectivement suspendue, comme le disent parfois certains napoléoniens, mais enfin surtout remis. On a remis l'esclavage et établi, si j'ose dire, un esprit de conquête. Donc voilà, je pense que Jaurès évolue particulièrement à ce moment-là. Et puis, quand même, il fera échouer des projets de loi socialistes qui disaient qu'il fallait un bon Maroc socialiste, il fallait envoyer des colons socialistes, des Lignéens, un copain de Gued. Et il fera échouer les tentatives les plus colonialistes au sein du mouvement socialiste. Quand même. Il est assez, voilà. Il a prononcé, j'ai découvert, j'ai publié dans la revue jaurésienne, un discours de Jaurès en occitan fait aux Jacobins, où il met en parallèle l'exploitation des métayers du Lauragais et puis l'exploitation sanguinaire des Noirs en Afrique. C'est un très beau texte, très court, hein, c'est improvisé. Donc ça prouve qu'en 1906, il devient une préoccupation. Déjà, vraiment, au cœur de sa pensée humaniste, et puis il y a cette devise qui est inscrite au fronton de l'hôtel de région, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Là, bon, mais je ne sais pas, il faudrait peut-être ménager la signature des bouquins. Et puis, l'association des Amis de Jaurès vous offre un pot.
qui aura lieu à côté, à la galerie, là, juste à côté, derrière, hein, qui se prépare. Bon. On peut encore. Merci. L'ouvrage Jean Jaurès de Jean Numa Ducange est édité chez Perrin. Vous avez pu écouter un débat enregistré samedi 15 février 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisé et mis en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Bye.